à tous, aujourd'hui j'ai un défi à relever. Alors, gageur que de dresser un top 5 sur la thématique de mon choix, mais en lien bien entendu avec la région dans laquelle j'ai la chance d'exercer mon métier. Oui mais voilà, que choisir? Les ducs, j'en ai plein mon escarcelle en fait, mais pas pour cette fois. Les châteaux, ah oui, ça me titille depuis un moment, parce que nous ne sommes pas en reste de ce côté-là en Bourgogne-Franche-Comté. Mais non, pas pour cette fois non plus. Le vignoble, ah forcément, ça c'est prévu aussi, mais dans un autre cadre. Alors quoi? Paris. Quoi Paris? Quel rapport avec la Bourgogne-Franche-Comté? Eh bien il y en a plein, mais là aussi j'ai dû faire un choix, pas simple d'ailleurs. Alors, vous êtes prêts? Petit aperçu de la Bourgogne à Paris. C'est parti. Alors pour débuter ce top 5 de la Bourgogne à Paris, je vous embarque au fond des verres de la table de l'Élysée. Ça c'est le côté épicurien bourguignon, fallait bien commencer par là. Il s'agit d'un vin rouge, un premier cru de la Côte de Beaune qui est servi lors d'un déjeuner qui est donné le 28 mai 1996 sous la présidence de Jacques Chirac donc. Ce vin rouge, c'est un Alos Corton premier cru issu du climat Les Chaillots. Pour ceux qui ont la carte du vignoble d'Alos en tête, le climat des Chaillots se trouve sous le Corton. En fait, c'est juste là. Il n'est pas bien grand, puisque le climat des Chaillots ne couvre qu'un peu plus de 4 hectares et demi, ce qui représente en gros une production annuelle moyenne de 30 000 bouteilles. Et pour les amateurs d'histoire, parce que des histoires on en lit, on entend de toutes sortes, méfiance donc lorsqu'on vous raconte des trucs, mais on raconte que les Templiers y auraient possédé des vignes durant un temps avant qu'elles ne leur soient confisquées puis transmises, sur ordre du pape d'ailleurs, à l'ordre de Malte. Mais pour en revenir à ce déjeuner du 28 du mois de mai 1996, au menu figurait un coq au vin. Visiblement pas au chambertin, c'eût été trop facile, mais dignement néanmoins accompagné par notre bouteille d'Alos Corton premier cru Les Chaillots. Et ce repas, c'était pourquoi au juste? Eh bien, c'était pour l'annonce de la suppression du service national. Et pourtant, des militaires et des faits d'armes, c'est pas ce qui manque dans les représentations qui jalonnent les rues et les ponts de la capitale. Et justement, à ce propos, je gage que Paris ne se déferait pour rien au monde du zouave du pont de l'Alma. Et ça, c'est mon top 4. Pourtant, il n'a plus rien à faire là depuis longtemps, depuis que le pont a été refait dans les années 70. Ce zouave, à laquelle la capitale tient tant et qui est le point de repère des caprices de la Seine depuis si longtemps, est, vous l'avez compris, bourguignon. Un bourguignon pour surveiller les excès d'une bourguignonne en plein cœur de Paris, ça, il fallait le faire exprès. Explication. Le pont de l'Alma, celui d'origine j'entends, est réalisé au milieu des années 1850. Il faut dire qu'à l'époque, Paris est en pleine mutation et les grands travaux du baron Haussmann prévoient de relier les deux rives de la Seine pour mettre en communication les nouveaux quartiers. Le pont de l'Alma entre dans cette politique et permet en plus de commémorer la victoire sur les Russes en Crimée par le biais des statues qui ornent ces piles. Deux d'entre elles, le zouave et le grenadier, sont réalisées par un Dijonnais qui s'appelle Georges Diebold. Lorsque Paris décide de détruire le pont de l'Alma qui était devenu trop étroit pour en construire un plus vaste, Paris décide néanmoins de conserver le zouave, notre zouave devrais-je dire, et l'installe sur une pile du nouvel ouvrage. À l'époque, le chanoine Kir est maire de Dijon. Oui, c'est celui qui a donné son nom au célèbre apéritif. Et lui aussi veut récupérer le zouave pour l'installer à Dijon, ça va de soi. Mais le ministre à l'époque argue du fait que le zouave est bien trop célèbre pour qu'il ne quitte Paris. Par contre, on invite le maire dijonnais à venir chercher le grenadier, s'il le souhaite, lui aussi sculpté par notre bourguignon Georges Diebold. Et voilà comment, après un long périple de 3 semaines par voie d'eau, le grenadier du pont de l'Alma arrive à Dijon et prend ses quartiers, lui, face au lac Kir, aux portes de la ville. Mais là où il se trouve, il ne risque guère de se mouiller les pieds, lui. Et en parlant de marcher sur l'eau sans se mouiller les pieds, c'est un autre Dijonnais, pour mon top 3, qui a fait en sorte de permettre aux habitants de la grande capitale de traverser notre bourguignonne de Seine au sec. Ce natif de Dijon, c'est Hugo Briot, puisqu'il y voit le jour en 1320. S'il travaille au service de Philippe de Rouvre, le dernier des ducs capétiens en Bourgogne, il semble qu'on en ait affaire à une très forte personnalité avec Hugo Briot. Après avoir été bailli de Dijon puis intendant des finances, il devient prévôt de Paris et dirige la construction de la nouvelle enceinte de la capitale, les fortifications du château de la Bastille, puisqu'il en aurait même posé la première pierre en 1370. Il réalise également plusieurs ponts sur la Seine, dont le pont au Change, le pont Saint-Michel, mais aussi le Petit Châtelet, la porte Saint-Antoine, et il est l'initiateur des premiers égouts, ou plus exactement des premiers canaux souterrains destinés à l'écoulement des immondices de la ville de Paris.
C'est un homme très puissant, mais qui se laisse un peu trop griser par l'orgueil, ce qui lui vaut bien des déboires et des procès, et du coup, il est condamné comme hérétique et, ironie d'histoire, à être enfermé dans la Bastille qu'il avait lui-même fortifiée. Première pierre posée, premier à y être enfermé. Rocambolesque histoire en plus, puisqu'il réussit à s'en échapper de la Bastille pour retourner dans sa ville natale, à Dijon. Et entre nous, il doit y avoir un nid à célébrité à Dijon, parce que pour la deuxième place de Stop 5 de la Bourgogne à Paris, j'aurais pu évoquer entre autres un autre célèbre Dijonnais avec la Tour Eiffel. Oui, ça aurait été très facile. Eh bien non. Mais on reste dans l'architecture en italique et en plus avec le plus ancien monument de ce type qui se trouve dans la capitale. 100% bourguignon, évidemment. Direction Jardin des Plantes, rive gauche, juste à côté de la gare d'Austerlitz, ou sur la rive opposée de la gare de Lyon, comme vous préférez. Le monument dont je vous parle, c'est celui-ci, la Gloriette Buffon, qui se trouve sur une petite butte du Jardin des Plantes. Non seulement elle a été réalisée avec du fer en provenance des forges de Buffon, à quelques kilomètres de Montbard, mais si, vous savez, c'est le premier arrêt du TGV avant d'arriver à Dijon. Donc, du fer bourguignon, mais de plus, son concepteur, Edmé Verniquet, était natif de Châtillon-sur-Seine, rebelote, Côte d'Or, au nord du département cette fois, donc Bourgogne. Il est né à Châtillon en 1727 et travaille à l'aménagement du Jardin des Plantes. Il y réalise au milieu des années 1780 le plan du kiosque qui se trouve au sommet du labyrinthe, la fameuse Gloriette Buffon. On raconte même qu'il serait venu à Paris au début des années 1770 à la demande de Buffon lui-même, bourguignon aussi au passage, avec lequel il travaille notamment aux travaux d'agrandissement des bâtiments du Jardin du Roi. À peu près à la même époque, un autre bourguignon se distingue par son art dans la capitale et fait grand bruit. Et ça, c'est ma première place de mon top 5. C'est l'histoire d'une orgue-star bourguignonne qui déchaînait les foules parisiennes lorsqu'elle jouait à Notre-Dame de Paris. Nous sommes toujours au XVIIIe siècle. Il s'agit de Claude Balbastre, né à Dijon dans les années 1720, qui apprend la musique avec son oncle d'ailleurs, qui était organiste de la cathédrale de la Cité des Ducs. Il est très doué, mais sans doute un peu trop avant-gardiste pour sa propre ville, qu'il quitte du coup pour monter à Paris, où il retrouve un autre Dijonnais, Jean-Philippe Rameau, qui le prend sous sa protection en 1750. Balbastre peut alors exercer son art, et la cité parisienne le célèbre très vite, et à 27 ans, il obtient le titre d'organiste de Saint-Roch. Au début des années 1760, Balbastre devient titulaire de l'orgue de l'abbaye de Pantémon, qui a en charge l'éducation des jeunes filles de la noblesse. Il reste titulaire de l'orgue de cette abbaye jusqu'à sa fermeture en 1791, mais il est aussi claveciniste à la cour et auprès de Marie-Antoinette, s'il vous plaît, et organiste à Notre-Dame de Paris. On raconte que chaque année, il improvisait à la messe de minuit et il avait un tel succès qu'en 1762, l'archevêque de Paris interdit que Balbastre joue de l'orgue pour la messe de minuit parce que les Parisiens désertaient les autres églises pour venir l'écouter à Notre-Dame et que de plus, la musique religieuse sous les doigts de Balbastre avait une fâcheuse tendance à prendre un caractère un peu trop profane. Seulement, aïe, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et arrive la Révolution. Comme beaucoup d'autres organistes, il traverse cette période difficile en recyclant son orgue à la cause révolutionnaire. Et les voûtes de Notre-Dame résonnent alors sous les doigts agiles de son organiste des airs révolutionnaires. Cette reconversion musicale permet de sauver autant les musiciens que les orgues eux-mêmes d'ailleurs. L'histoire ne dit pas si Balbastre prenait le temps de flâner jusqu'à la Gloriette de Verniquet dans le Jardin des Plantes, mais si d'aventure vous poursuivez le cours de la Seine dans ce sens, c'est-à-dire en remontant le cours du fleuve, vous arriverez tout droit sur leur terre natale, la Bourgogne-Franche-Comté, où nous avons plein d'autres trésors et d'histoires à vous raconter. On sera toujours heureux de partager tout ça avec vous autour d'un bon plat et d'un verre de l'un des nectars de nos vignobles, du soleil plein la tête et des étoiles dans les yeux. Bienvenue à la maison.